Vous voyez ces 14 montagnes là? Elles partagent deux points en commun. Elles sont toutes situées dans l'Himalaya, bon ça d'accord, mais surtout, ce qui les rend aussi prestigieuses, c'est leur taille. Chacun de ces sommets dépasse les 8000 mètres d'altitude et gravir ne serait-ce qu'un seul d'entre eux demande des mois, voire des années d'un entraînement bien intensif. Imaginez 2 secondes partir en expédition sur une de ces 14 montagnes. Imaginez devoir affronter des glaciers instables combinant crevasses et séracs menaçant de céder à n'importe quel instant. Imaginez devoir résister pas après pas à des altitudes où le manque d'oxygène et la pression plus faible te consument à petit feu. Bref, imaginez faire tous ces efforts pour en gravir qu'un seul sur 14. Inutile de vous préciser que des humains assez talentueux pour flirter avec ces sommets, il y en a globalement pas beaucoup, hein. Mais des alpinistes ayant gravi les 14, bah il y en a à peine plus de 50 quoi, et clairement ça se comprend plutôt facilement. Pour que vous compreniez bien à quel point ces sommets sont dangereux, faut savoir que certains d'entre eux affichent un taux de mortalité de plus de 25%. Donc en clair, pour 4 ascensions réussies, un alpiniste y perd la vie. On est sur un ratio ma foi terrifiant, hein, mais clairement c'est pas cette stat qui a découragé cet alpiniste âgé d'à peine 17 ans. Son nom c'est Alasdair MacKenzie, c'est un jeune passionné d'alpinisme qui a toujours rêvé de conquérir les plus grands sommets au monde et son objectif il est clair, compléter l'un des 14 8000 avant ses 18 ans. En fait, en octobre 2021, quand j'avais seulement 17 ans, je suis parti à 6000 et à 7000 en Himalaya. Et c'est à partir de là, en fait, où le rêve, c'était de gravir un 8000 mètres avant les 18 ans. Et c'est vraiment parti comme ça. Motivé par l'idée d'exaucer son rêve le plus fou, il décide alors d'investir l'héritage de son grand-père dans l'ascension de son premier 8000, le Lhotse. Je refuse en fait que mes parents investissent de l'argent sur les expéditions. Il y a des risques, on rentre dans ce qu'on appelle la zone de la mort. Du coup j'ai refusé. Moi j'avais mis l'héritage de mon grand-père pour pouvoir aller les gravir. On parle de la 4e plus haute montagne du monde, son sommet culmine à 8516 mètres d'altitude et sa face sud est l'une des plus raides de l'Himalaya. Ses flancs sont composés de pentes de glace et de rochers presque verticaux. Ici, pas le droit à l'erreur, et Alasdair du haut de ses 17 ans en a parfaitement conscience. Je redoutais beaucoup la première expé, c'était le Lhotse. C'est un sommet qui est technique, du coup il y avait quand même beaucoup d'appréhension. C'était la première fois que j'allais à 8000, mais ça s'est très bien passé. À la base, Alasdair n'avait prévu que de gravir le Lhotse, mais une fois à son sommet, une idée particulièrement ambitieuse va traverser son esprit. Au début c'était que 1, et en fait au sommet du Lhotse, j'étais bien physiquement, j'étais bien mentalement. Je pose la même question à Ramesh qui était mon Sherpa avec moi sur le sommet. Est-ce que tu penses que c'est possible de gravir un autre 8000 mètres dans la foulée? Parce que on était acclimaté, il y avait la logistique, tout ça. Du coup je suis vite redescendu au camp de base pour essayer de gravir un autre, et en fait le choix est tombé sur le Makalu, et du coup 9 jours après j'ai réalisé le Lhotse et le Makalu. Et c'est à partir de là en fait où le projet est né de vouloir gravir les 14 8000 mètres de la planète. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous faisiez à 17 ans vous, parce que moi bon, on va pas dire que j'avais des projets aussi glorieux à cet âge-là. Bref, a-t-il réussi cet objectif extrêmement ambitieux? Est-il parvenu à devenir le plus jeune alpiniste au monde à avoir gravi ces 14 sommets? Quelles ont été les épreuves les plus difficiles à surmonter? Et bien pour répondre à ces questions, je suis très heureux d'être accompagné du principal intéressé pour cette vidéo. Vous allez voir, il va nous raconter toutes ses péripéties sans filtre. Il y avait des fois on dormait pas pendant 36 heures parce qu'on était en ascension. Toutes les 2 minutes il y a une avalanche. À Cap Mondou, ils m'ont dit que j'avais plus les permis, et à partir de là, moi je vais vraiment essayer de me battre pour avoir ces permis là. Ils ont décidé en fait de fermer les montagnes. J'ai décidé d'aller ouvrir cette voie en 2 jours. C'était un moment qui était très dur à vivre. Voici dans les moindres détails la folle épopée d'Alasdair MacKenzie. Alasdair, c'est un vrai produit de la montagne. L'alpinisme, ça a presque toujours fait partie de lui, et c'est grâce à sa dévotion et au soutien de sa famille qu'il a pu gravir les échelons dès sa plus tendre enfance. À seulement 17 ans, donc, il a gravi ses 2 premiers 8000, le Lhotse et le Makalu, rien que ça, et c'est de là que son projet fou de gravir les 14 sommets de plus d'1000 de l'Himalaya est né. Alasdair n'a même pas encore atteint l'âge adulte, qu'il ambitionne déjà de suivre les traces des plus grands. Et franchement, une telle déterre à cet âge, je ne peux qu'approuver. Imaginez un peu la pression qu'il a dû ressentir quand même, fallait que je lui pose cette question. Comment il a réussi à gérer l'appréhension suscitée par un projet aussi risqué à seulement 17 ans? Pour moi, le stress et la peur sont présents tout le temps. Je trouve ça bien avoir le stress et la peur. Le jour où j'aurais plus peur, j'irai plus en montagne. Et le but en montagne, c'est toujours quand même de rester en sécurité. Et je pense que pour moi, la peur est un atout en fait sur la façon dont tu vas voir les choses et comment tu vas réagir. Du coup, moi je suis très content d'avoir le stress et la peur. On la gère avec de la méditation et voilà.
À tout juste 17 ans, Alasdair est parvenu à gravir 2 sommets de plus du 1000 mètres. C'est déjà une prouesse d'en être arrivé là, clairement, mais quand on sait que son projet est d'en compléter 12 autres encore, bah, tout de suite on comprend mieux l'immensité de l'objectif qui s'est fixé. Sur le Lhotse et le Makalu, la technicité, elle est là. C'est des parois qu'on doit grimper, des couloirs qu'on doit grimper, des arêtes qui sont très fines où on doit avancer sur le fil. Nous, on a mis 2 mois pour les gravir les deux parce que y a une grosse partie d'acclimatation avant. Et mon ressenti perso, c'est que c'était juste incroyable. C'était mes 2 premières expéditions au-dessus du 1000 mètres. Moi, j'ai juste adoré. Et en fait, ces 2 premières expéditions m'ont pu mettre sur la réalisation des 14. Pour l'instant, aucun gros problème technique n'est à signaler. Enfin pour l'instant. Alasdair rentre chez lui après un mois bien intense au Népal. À ce moment-là, il n'a qu'une seule hâte, c'est de repartir en expédition directement, mais patience, va falloir attendre 1 an. Bon, faut savoir que les mois d'avril et de mai sont des périodes d'ascension idéales dans l'Himalaya. En fait, sur cette période, là-bas, les températures, elles commencent doucement à se réchauffer après l'hiver, tout en restant suffisamment froides pour limiter les avalanches. Donc, en gros, c'est le parfait compromis, quoi. Après, même durant cette période, les fenêtres météo favorables se font rares. Et des expéditions annulées au dernier moment faute de météo favorable, il y en a chaque année. Imagine t'être entraîné pendant plusieurs années et avoir placé toutes tes économies pour vivre une ascension de dingue en Himalaya, pour au final ne même pas pouvoir sortir du camp de base parce que le temps est terrible. Ouais, c'est aussi ça l'Himalaya, faut avoir envie quoi. De son côté, Alasdair prend son mal en patience, il a pas trop le choix d'un autre côté. Il se prépare au mieux pour son année 2023 qui s'annonce très productive. Bon, 2 sommets de plus du 1000 gravis en 2022, c'est pas mal. Pourquoi pas gravir les 12 autres en 2023 ? Sur l'année 2023, j'avais l'objectif de gravir les 12 restants 8000. Malheureusement, tout ne va pas vraiment se dérouler comme espéré. Alasdair est enfin de retour au Népal en avril 2023 et pour bien commencer l'année, il se fixe comme objectif de gravir 3 nouveaux sommets sur le sol népalais et pas des moindres, l'Annapurna, l'Everest et le Kanchenjunga. L'Annapurna, c'est simple, c'est la plus dangereuse de toutes. Je peux pas vous l'expliquer plus clairement. Depuis 1900, on estime que 72 décès ont résulté de 244 expéditions réussies sur ce sommet, ce qui lui confère un taux de mortalité de presque 30%. Pour près de 3 ascensions réussies, il y a une personne qui succombe sur le trajet. C'est terrifiant. À titre de comparaison, l'Everest, c'est un peu plus d'1% de taux de mortalité. Ça reste énorme, je dis pas, mais la différence, elle est bien réelle. Côté Kanchenjunga, c'est pas vraiment mieux non plus. On est sur du 15% de taux de mortalité. Alasdair en a bien conscience. Il n'aura encore une fois clairement pas le droit à la moindre erreur sur ces sommets. L'Annapurna a été un peu plus longue que les autres, 40 jours d'expédition au total, parce que l'Annapurna, c'est des montagnes où il y a beaucoup d'avalanches, du coup on fait très gaffe dans la façon dont on le grimpe, et à partir de là, on l'a gravi. À seulement 18 ans, Alasdair est venu à bout de l'une des, si ce n'est la montagne la plus dangereuse de la planète. Ça n'a pas été une mission de repos, loin de là, mais l'heure n'est toujours pas à la récupération. Il doit maintenant s'attaquer au toit du monde, j'ai nommé le fameux Everest. Alors bon, on est sur une montagne certes moins technique que l'Annapurna, mais la dangerosité de l'Everest c'est quelque chose, surtout à cause de la surpopulation. Je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur ces photos d'embouteillage sur son sommet. Premier degré, elles me mettent vraiment mal, malgré le fait que je suis seul au chaud chez moi là. Les conséquences d'un tel trafic, faut vraiment pas les négliger, c'est une vraie cata pour les alpinistes, comme pour la montagne. Après, faut aussi bien comprendre que le Népal, c'est pas un pays très riche, et depuis quelques années, grâce à ce tourisme, il y a beaucoup plus d'argent qui rentre dans les poches des populations locales. Je trouve ça bien en fait que pour le Népal, il y a beaucoup de monde, parce que ça fait de l'argent qui rentre pour le pays. Il y a des excès de personnes qui savent pas encore grimper, mais que l'État met des choses en place pour vraiment essayer d'enlever cette partie-là. Heureusement, Alasdair et son équipe n'ont pas eu ce problème. On était 20 sur le sommet seulement, parce qu'on avait choisi une stratégie totalement différente où on allait directement après la fixing team pour pas avoir autant de monde. L'Annapurna c'est fait, l'Everest c'est check aussi, c'est une dinguerie de dire cette phrase en vrai. Alasdair doit maintenant s'attaquer au Kanchenjunga. Avec un sommet culminant à 8586 mètres d'altitude, le Kanchenjunga c'est ni plus ni moins que la 3e plus haute montagne du monde. Mais perso, ce que je trouve vraiment intéressant à son sujet, c'est toute la tradition qu'il y a autour. Attendez, je m'explique. En fait, atteindre son sommet, c'est généralement mal perçu parce que les communautés locales la voient comme une demeure divine et spirituelle où les âmes des défunts se réunissent. Du coup, depuis la première ascension réussie en 1955 par l'expédition britannique de Joe Brown et George Band, il est devenu une tradition de s'arrêter quelques mètres en dessous du sommet pour respecter cet aspect symbolique et spirituel. C'était très rapide, on est arrivé au camp de base et en fait on a gravi le sommet 2 jours après. Le but c'était d'y aller le plus vite possible. C'est une montagne où on peut se perdre
pour arriver au sommet. Du coup on faisait extrêmement gaffe, mais non, c'était une ascension qui était juste géniale parce que ça allait vite. Nous sommes le 1er juin 2023, soit un peu plus d'1 an après le début de son épopée, et Alasdair se trouve déjà sur le sommet de son 5e 8000. Il a seulement 18 ans à ce moment-là, et il sait qu'il est très bien parti pour exploser bien comme il faut le record détenu par Mingma Jabu Sherpa. Un guide népalais qui en 2019 a marqué l'histoire en devenant le plus jeune alpiniste à avoir gravi les 14 sommets de plus du mythe de l'Himalaya. Cet exploit, il l'a accompli non pas à 20 ans ni à 25 ans, non, mais bien à l'âge de 30 ans. Ouais, comparé à ce record, Alasdair il a une avance royale. Hein. Et en plus, il joue pas à domicile quoi, donc dit comme ça, on pourrait se dire c'est bon, il va prendre le record facile. Mais faut pas s'enflammer, attention. Entre la concurrence et le fait qu'il a encore 9 sommets à gravir, faut pas crier victoire trop vite et ça, Alasdair le sait bien. Alors, bilan personnel après la phase 1, c'était que le physique, ça allait, que le mental, ça allait, fatigué bien sûr, parce que enchaîner 3 8000 sur 2 mois, ça allait, le mental, ça allait, et du coup, j'étais prêt encore plus pour aller sur la phase 2 et vouloir gravir encore plus de 8000 aussi vite. Le moment le plus dur, je pense que ça a été quand même sur l'Annapurna, où on a mis plus de 17 heures du dernier camp pour aller jusqu'au sommet. Et le moment le plus fou, sincèrement, je pense que c'était l'Everest, d'être là-haut, être avec mon équipe, de pouvoir fêter ça, c'était juste incroyable. Il est maintenant temps pour lui de rejoindre le Pakistan pour attaquer la deuxième phase de sa quête en Himalaya. La première phase, c'était ses 5 premiers 8000 au Népal, et pour cette deuxième étape, il ne se laisse qu'un seul mois pour en gravir 5 nouveaux. 30 jours à peine pour gravir 5 montagnes depuis du 1000 mètres. Nous sommes en juillet 2023, et bien qu'organiser une ascension en Himalaya à cette période, c'est plutôt déconseillé comme je vous le disais plus tôt, Alasdair il décide tout de même de se lancer à la quête de ces 5 nouveaux sommets, parce que faut pas chômer, hein, faut s'y mettre à fond là. Il va donc devoir faire face à une météo bien plus instable et mouvementée, capable d'entraîner entre autres des glissements de terrain, des effondrements sur le trajet et plein d'autres joyeusetés finalement. Ça, il en a parfaitement conscience et il est prêt à prendre ce risque. Et ça, c'est important à préciser quand même. Alasdair commence sa deuxième phase en s'attaquant au mythique Nanga Parbat, aussi connu sous le charmant nom de montagne tueuse. Ça annonce très légèrement la couleur quoi. C'est le 9e plus haut sommet du monde, culminant à 8126 mètres, et sa réputation pas du tout terrifiante de montagne tueuse provient de sa face du Rupal. Face qui comporte l'une des plus hautes parois verticales au monde, surplombant plus de 4500 mètres de glace, de roche et de neige. Ah oui, et ça je vous l'ai pas dit, son taux de mortalité il avoisine tout de même les 21%. 1 sur 5. Genre, en fait, ce qu'il faut surtout comprendre ici, c'est que la plupart des accidents sur ces montagnes relèvent juste du pur hasard. Genre, si tu te retrouves piégé dans une avalanche ou au beau milieu d'un éboulement, peu importe ton niveau, l'issue, ce sera la même. Quand la montagne se rebelle, elle gagne toujours, et les plus grands alpinistes du monde ne font pas exception à la règle. Certes, on peut dire ce qu'on veut sur Alasdair, c'est un grimpeur très expérimenté, ça y a pas de problème, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que chaque nouvelle ascension amincit ses chances globales de survie en fait. Il doit prendre un maximum de précautions et contrôler ce qu'il peut contrôler, mais pour le reste, il ne peut que croiser les doigts. D'ailleurs, ça j'en ai pas vraiment encore parlé, mais sur la plupart des sommets qu'Alasdair doit gravir, il y a bien évidemment aucune infrastructure à proximité pour lui porter assistance en cas de problème. Il doit être entièrement autonome, ce qui rend ses ascensions bien plus dangereuses. En phase 2, le Nanga Parbat, c'est le sommet où on a commencé. Le Nanga Parbat est allé quand même très vite. On est arrivé au camp de base, on a dû attendre une semaine, et après on est monté pour le sommet. C'est une montagne qui est très technique, où il y a un Kinshoffer Wall qui est très dur avec du rocher qui est très lisse du coup. Et en plus de ça, il y a beaucoup de chutes de rochers. On était vraiment hyper vigilants. Vraiment cette partie de dépassement de soi que j'ai adoré, ouais, du coup c'était juste génial. L'ascension de ce 6e sommet est complétée avec succès après plusieurs jours d'une ascension plus que technique. Et Alasdair il enchaîne sans plus attendre avec le Gacharbroum 2 et le Gacharbroum 1. Le Gacharbroum 1, culminant à 8080 mètres, il est surtout reconnu pour son isolement et la difficulté de son ascension. Mais le deuxième du nom, qui lui culmine à 8035 mètres, est à l'inverse considéré comme le plus accessible des sommets de plus de 10 000 mètres. Bon alors je vous arrête tout de suite, ça reste un 8000, donc c'est clairement pas un sommet à la portée de tous, on s'entend. Mais selon beaucoup, son ascension est bien plus abordable pour les alpinistes amateurs. Écoutez, je vais me contenter de les croire sur parole. Son itinéraire principal, il suit une pente glaciaire relativement directe, sans passage verticaux complexes ni section trop technique, contrairement à la plupart des autres plus du 1000. Mais les effets de l'altitude, clairement c'est les mêmes, faut bien résister au mal aigu des montagnes. Quand tu t'exploses trop vite à de hautes altitudes, la pression plus faible et le manque d'oxygène peuvent au mieux provoquer des maux de tête et des nausées, et au pire, la mort quoi, tout simplement. Sans acclimatation adéquate, t'as vite fait de développer un œdème pulmonaire et cérébral capable de te tuer en quelques heures. C'est ce genre d'ambiance à plus de 1000 mètres, faut pas l'oublier. Et évidemment, à de telles altitudes, il est impossible d'envoyer un hélicoptère à ta rescousse. Le meilleur moyen de prévenir ce mal aigu des montagnes, c'est de monter progressivement en laissant au corps le temps qu'il lui faut pour s'acclimater au mieux, et c'est évidemment ce qu'Alasdair fait. Alors l'ascension du Gacharbroum 2, elle a été
été très fatigante parce qu'en fait, après le Nanga Parbat, on est directement allé au G1 et G2 camp de base pour faire cette ascension le plus rapidement possible, encore une fois. Du coup, 0 jours de repos pendant le trek et durée d'ascension seulement 4 jours au total. Du coup, ça allait très vite. 4 jours seulement. Non mais je vous l'ai dit, il s'arrête pas. Hein. Son compteur passe désormais à 8 sommets complétés sur 14. Ouais, il a déjà complété plus de la moitié du parcours. Et ça, bah, c'est en grande partie dû à son mental et sa résilience. En fait, pour beaucoup d'alpinistes, les montagnes sont un peu considérées comme des écoles de résilience. Elles apprennent l'humilité, la patience et la persévérance à ceux qui les gravissent. Gravir une montagne te pousse à faire face aux obstacles physiques présents sur le tracé, mais aussi aux défis psychologiques que son ascension représente, comme typiquement la peur et le doute. Les pentes abruptes, les intempéries, le froid, les dangers naturels imprévisibles, la montagne t'apprend non pas à ne plus avoir peur, mais à l'accepter et à avancer avec. Forcer les alpinistes à se dépasser, à persévérer malgré l'incertitude et à trouver en eux la force d'accepter leurs limites, telles sont les compétences qu'il est possible d'apprendre sur des flancs de haute montagne. Je pense que c'est aussi ça qui fait le charme de ce sport. Alasdair continue son éprouvante expédition au Pakistan, il ne lui reste que 2 sommets à gravir pour clôturer ce chapitre une bonne fois pour toutes, et autant vous dire qu'il va devoir s'attaquer à très gros. Dans les prochains jours, il va devoir gravir le Broad Peak, culminant à 8051 mètres, mais surtout, le K2. 8611 mètres, taux de mortalité avoisinant les 20%, murs verticaux de roches et de glace, crevasses parfois invisibles à la surface. Ouais, en gros, techniquement parlant, cette montagne est infernale. Pour vous donner juste une toute petite idée, ça, c'est la House Chimney. C'est l'un des passages les plus emblématiques et redoutables de l'ascension du K2 situé sur l'itinéraire de l'éperon des Abruzzes à plus de 6700 mètres d'altitude. Et comme son nom l'indique, c'est une cheminée rocheuse bien étroite et verticale. T'as de la roche instable, t'as de la glace, écoutez, il y en a pour tous les goûts finalement. Je pense qu'avec ces images, vous comprenez mieux pourquoi ce sommet est reconnu dans le monde entier pour la difficulté de son ascension. Mais on n'y est pas encore. Je vous rappelle, avant de s'attaquer au K2, Alasdair il doit d'abord atteindre le sommet de sa 9e montagne, le célèbre Broad Peak. Alors le Broad Peak était totalement différent. Après le G1 et le G2, on est arrivé au camp de base, il faisait nuit, il pleuvait. Du coup on a pris un jour au camp de base pour vraiment sécher tout le matériel le plus vite. Mais en prenant ce jour-là, on savait que ça signifiait de faire une ascension directement au camp 2 et du camp 2 directement au sommet parce que la fenêtre a été très courte, la fenêtre météo. C'était un choix qu'on a fait parce que on pouvait pas gravir dans des affaires mouillées. L'ascension elle a duré 36 heures au total parce que on est parti du camp de base, on est allé au camp 2, on a fait 5 heures de repos, sommet et après retour camp de base. Je commençais vraiment à avoir de la fatigue sur ces sommets là, mais je voulais pas arrêter parce que c'était juste des moments qui étaient incroyables, de pouvoir pousser autant vite, tout ça. Allez, une de plus, l'ascension du Broad Peak est terminée, c'est une bonne chose de faite. Encore une fois, il a pas eu de grosses galères, pour l'instant il s'en sort vraiment bien, faut croiser les doigts pour que ça dure. Surtout que maintenant, il est temps de s'attaquer au meilleur pour la fin, le K2 et ses 8611 mètres d'enfer. On est parti du camp de base et on a réalisé le sommet en 36 heures encore une fois. En fait, il faut savoir vraiment que sur toute la phase pakistanaise, on a fait les 5 sommets en 26 jours sans utiliser d'hélicoptère et sur ces 26 jours, je dormais 3 heures à peu près par nuit. Il y avait des fois on dormait pas pendant 36 heures parce qu'on était en ascension. Du coup, c'était une phase qui était très compliquée, juste déjà physique mais aussi mentale sur tout le process. 10 sommets de plus de 4000 mètres atteints en un peu plus d'un an, c'est une folie, surtout pour un alpiniste de cet âge. Et forcément, de plus en plus de caméras commencent à se braquer sur lui. Son projet il prend de plus en plus en popularité, les demandes d'interviews et de témoignages se font de plus en plus nombreuses et en l'espace de quelques mois seulement, Alasdair il devient une petite star dans son milieu. À ce moment-là, j'étais au Pakistan quand c'est vraiment monté médiatiquement, mais j'étais vraiment très focus en fait sur l'objectif. Du coup, j'ai pas vraiment ressenti cette médiatisation parce qu'on n'a pas d'internet, on n'a rien du tout là-bas. Du coup, on va pas vraiment savoir les nouvelles. Ses réseaux sociaux prennent en abonnés, les propositions de collaboration se multiplient et désormais il doit faire face à une nouvelle pression. Et il ne veut pas décevoir son public. Mais quand même, dites-vous qu'en l'espace de quelques mois, c'est littéralement devenu l'un des plus grands espoirs de l'alpinisme français. Imaginez un tel rôle qui vous tombe dessus presque du jour au lendemain. Faut assumer hein. Bon allez, la saison 2023 est terminée, on est déjà en septembre là, Alasdair, t'as déjà gravi 8 sommets depuis du 1000 mètres, il est maintenant temps de se reposer quoi. Mais non, pas du tout, évidemment que non. En septembre, Alasdair, il fait son retour au Népal avec comme objectif de gravir 2 nouveaux sommets, le Manaslu et le Dhaulagiri.
Mais quand je vous disais qu'à ce niveau-là c'est devenu une routine pour lui de grimper des plus du 1000, je n'exagérais rien. Le Manaslu c'est pas le sommet de plus du 1000 le plus complexe, hein, surtout quand on le compare au K2 ou à l'Annapurna, mais ses pentes vraiment vertigineuses accentuent bien comme il faut les risques d'avalanche et de fortes chutes de neige. Il y en a particulièrement souvent dans cette section et c'est pas une bonne nouvelle pour Alasdair. Manaslu, encore une fois, ça allait très vite. Je suis arrivé au camp de base le 13 septembre et en 7 jours, on a réalisé le sommet. C'était un sommet qui n'y a pas beaucoup de technicité, mais il y a quand même, on va dire, de la dangerosité au niveau des séracs qui peuvent tomber. On va grimper ces parties-là de nuit pour éviter d'avoir des chutes de sérac, d'avalanche, tout ça, parce que la glace, elle est plus compacte, elle est plus dure. Nous sommes le 20 septembre 2023 et Alasdair se trouve sur le sommet de son 11e 8000, s'il vous plaît, le Manaslu. Il arrive à tenir bon et à rester focus, il ne lui reste que 3 montagnes à gravir. Malheureusement bon, il va pas toutes pouvoir les gravir sur l'année 2023 à cause d'une décision des autorités népalaises encore aujourd'hui inexpliquée. Je suis arrivé au Népal avec les permis et en fait en attendant une semaine à Kapmondou ils m'ont dit que j'avais plus les permis et à partir de là moi je vais vraiment essayer de me battre pour avoir ces permis là. On n'a aucune raison pourquoi ils nous ont pas donné les permis mais c'est pas grave et ouais c'était un moment qui était très dur à vivre. J'ai essayé de trouver des solutions, à écrire à tous les contacts que je connaissais qui avaient des contacts dans ces pays là pour pouvoir vraiment essayer de pousser mon permis et ouais. Et oui, les imprévus en Himalaya, c'est aussi ça. Il ne lui reste donc qu'un seul sommet à braver pour bien finir son année 2023, j'ai nommé le Dholagiri. C'est le 7e plus haut sommet du monde, culminant à 8167 mètres d'altitude, et son ascension est jugée par beaucoup comme insoutenable. Oh, insoutenable. Ah mais c'est simple, c'est un cocktail de conditions techniques, météorologiques et géographiques bien extrêmes. C'était un sommet qui est très dur à lire au niveau météorologique parce que en fait c'est une montagne qui est toute seule. Du coup les nuages vont pas se bloquer comme à l'Everest, comme certaines montagnes. Et du coup dès qu'il y a un nuage qui arrive, c'est sûr que c'est pour cette montagne. Et en fait le temps peut changer vraiment en 5 minutes là-bas. Du coup c'était une montagne où on faisait très gaffe. C'était un beau sommet, moi j'ai adoré. C'était vraiment une chose que je voulais parce que je savais que c'était une montagne qui était dure à lire au niveau météorologique. Il a gravi avec succès 12 des 14 sommets de plus du 1000 de la chaîne de montagnes de l'Himalaya sans accroc majeur. À 19 ans, que dire de plus? Il ne lui reste plus que 2 sommets sur sa liste, le Cho-Oyu et le Shishapangma, et sur l'un d'entre eux, il va être à l'origine d'un véritable exploit. Ok, cette montagne, c'est le Cho-Oyu. Son sommet culmine à 8188 mètres d'altitude et via sa voie normale, son ascension n'est pas vraiment difficile pour un alpiniste expérimenté comme Alasdair. Enfin, attention, là je parle bien uniquement de la voie normale, à savoir celle qui est la plus simple et la plus empruntée. Le gros problème concernant cette expédition, c'est que exceptionnellement, le gouvernement a fermé la montagne. Alors, au printemps 2024, je devais encore avoir une fois mes permis pour le Cho-Oyu et le Shishapangma au Tibet. Et cette fois-ci, ils ont décidé en fait de fermer les montagnes. Bon, pour le versant tibétain, du coup, c'est mort, hein, mais côté népalais, il y a heureusement aucune restriction. Seul problème, il n'y a aucune voie ouverte sur le versant népalais. Ouvrir une voie, ça implique d'installer des cordes fixes et des camps d'altitude, et au-delà de ça, c'est clairement un saut dans l'inconnu. Et à la place de rentrer, comme j'avais fait en 2023 à la maison, j'ai décidé d'aller ouvrir cette voie en 2 jours. C'était un rêve. D'ouvrir une voie et que je savais aussi que ça pouvait aider le Népal. Le but du projet vraiment c'était d'essayer aussi de donner, c'était pas que mon projet, c'est le projet de toute mon équipe qui m'entoure, qui m'aide là-dedans. En 2 jours on a dû organiser une équipe de 6 Sherpas qui allaient m'accompagner, trouver des cordes, trouver des bouteilles d'oxygène. Nous quand on est arrivé on a vu vraiment une face qui était belle, qui était difficile. C'est une montagne en fait où on va trouver vraiment toutes les conditions de tous les 8000 sur la même montagne. Des avalanches comme sur l'Annapurna, des chutes de rochers comme sur le K2, et l'avantage de tous ces 8000 que j'avais réalisés ont pu me donner ce côté de savoir où passer, dans quelles conditions fallait y aller, tout ça. C'était une expédition qui a duré beaucoup de temps, 40 jours au total. On était les dernières équipes au Népal sur un 8000, on a déployé plus de 7500 mètres de corde sur cette route. C'était moi qui prenais les décisions sur en fait tout ce qui allait se passer, de comment on organisait l'expédition. L'équipe elle a eu confiance en moi, je sais que c'était très difficile au début parce que j'avais 19 ans sur cette expédition. Elle a réussi à avoir confiance en moi et sincèrement sans eux j'aurais pas réussi, et ils ont cru, j'y ai cru, et sincèrement c'était juste magique comme sensation. Il ne lui manque plus qu'un seul sommet et tout va jouer sur cette dernière montagne. Va-t-il devenir le plus jeune alpiniste de l'histoire à vaincre les 14 8000 de l'Himalaya? En tout cas,
il est bien parti pour. Désormais, Alasdair doit se rendre au Tibet pour s'attaquer au Shishapangma. C'est le moins élevé des sommets de plus du 1000, il culmine à seulement 8027 mètres d'altitude. Le seulement, il est entre de grosses guillemets, on s'entend. Niveau accessibilité, c'est clairement pas le top, l'accès à cette montagne est particulièrement complexe à cause des restrictions géopolitiques chinoises. Les permis d'ascension pour ce sommet sont très difficiles à obtenir et son accès est simplement interdit la plupart de l'année. Bon, je vous rassure, il a bel et bien réussi à négocier un accès, j'ai envie de dire heureusement. Et bah écoutez, c'est l'heure de la dernière ligne droite. Sur la dernière ascension, du coup, le Shishapangma, c'était un sommet où j'étais pas acclimaté, comme sur le Choyu, du coup, c'était une ascension un peu plus longue. Le Shishapangma a duré au total 30 jours. Technicité, il y a des parties techniques, comme sur toutes les montagnes qu'on voit. Et sur cette ascension, moi, j'avais décidé de le faire en one push parce que je trouvais que j'avais gravi presque tous les sommets très vite. J'avais réussi à ouvrir cette nouvelle voie sur le Choyu. Il me restait un but sur ce projet, c'était de faire une ascension du camp de base jusqu'au sommet. Du coup, on l'a réussi avec Shirin, qui était mon Sherpa, de faire une ascension en one push en 14h22. Du coup, ça, c'était vraiment trop cool. Et en fait, le ressenti perso, c'était juste un moment qui était incroyable. J'étais tellement fier d'être là avec Shirin, où lui, c'était son 13e sommet, et moi, c'était mon 14e. Et de se dire que on avait réussi, que j'avais réussi les 14, pour moi, c'était juste un moment incroyable. Et ouais, d'être là avec les bonnes personnes. Alasdair Mackenzie a commencé à travailler sur ce projet fou et ambitieux à l'âge de 17 ans. Il a maintenant atteint la vingtaine et il se trouve sur le dernier sommet de son épopée après plus de 2 ans d'un combat acharné. Il a atteint le sommet et officiellement bouclé son objectif le 9 octobre 2024. Mais lors de ces mêmes jours, un autre alpiniste a également complété cette ascension et a achevé sa quête des 14 sommets de plus de 10 000 mètres. Son nom c'est Nima Rinji Sherpa et il est âgé de 18 ans. Nima, c'est un alpiniste népalais issu d'une famille de la communauté des Sherpas. Il a débuté l'escalade en haute altitude à l'âge de 16 ans en gravissant le Manaslu en août 2022. Il connaît la région comme sa poche, il joue à domicile clairement et il a notamment gravi l'Everest et le Lhotse en moins de 10 heures. Rien que ça. Hein. De son côté, Alasdair devient le plus jeune européen à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres de l'Himalaya et il est passé en seulement 2 ans d'alpiniste amateur ordinaire à référence admirée par les plus grands de son domaine. Alasdair, ce n'est pas quelqu'un qui s'est laissé intimider par la grandeur de ses objectifs ni par les barrières liées à son âge. Il a su prendre les devants pour réaliser son rêve le plus ambitieux de tous en faisant preuve de beaucoup de courage et d'une grande résilience. La résilience, ce n'est pas la simple capacité à tenir bon comme beaucoup le pensent, c'est plutôt une aptitude à s'adapter, à apprendre de la difficulté et à l'accepter. Si aujourd'hui je vous parle de ce gars, c'est parce qu'il y a maintenant 2 ans de ça, il s'est dit go, à partir de maintenant je me lance. Tout grand exploit résulte d'un rêve aux allures irréalisables qui a été converti avec le temps en objectif grâce à un go. Si Alasdair a accompli son objectif le plus fou, pourquoi vous n'en seriez pas capable? C'était un projet qui était très dur, personne n'y croyait au début, tout le monde me disait que c'était impossible. Tout le monde me disait que c'était impossible d'ouvrir la voie sur le Choyu aussi, et au final on l'a fait. Et il faut juste y croire. Sincèrement, c'est ça que j'ai vraiment le plus appris, c'est d'y croire et travailler pour et faire les sacrifices pour. Les personnes vraiment qui m'ont le plus aidé, c'est ma famille qui était là sur tous les sommets au téléphone satellite et aussi mes météorologues qui m'aidaient à essayer d'aller gravir le mieux possible. C'est grâce à mon équipe, tout ce projet-là.